Radio, seul contre tous. On est de retour, les vraies voix, avec Éric Revel, avec Bruno Pomar et avec Joseph Touvenel. Et c'est vous qui commencez, Joseph. Vous nous dites que pour l'histoire et pour les jeunes générations, nous avons besoin d'un Nuremberg du communisme. Alors celle-là, j'avoue qu'on ne l'attendait pas. Le procès de Nuremberg, vous savez, c'était le procès des autorités nazies après-guerre. En 1945. Et il n'y a jamais eu de procès du communisme. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça fait 72 ans que les combats ont cessé à Dien Bien Phu, qu'on a donné l'ordre aux soldats français de cesser de combattre. Il y avait 11 721 soldats qui ont été faits prisonniers parce qu'ils se sont rendus sur ordre. Il n'y a eu que 3 290 survivants. 3 290 sur 11 721. Qui le dit ? Qui s'en souvient ? Quand on voit la violence qui monte, et notamment la violence politique, le fait de mettre à jour les méthodes du communisme, c'est mettre à jour aussi des dangers actuels. Quand on voit qu'un jeune est tabassé à mort dans la rue, ce sont les méthodes du parti. Il faut pas oublier, faut pas mettre son mouchoir dessus. Moi, j'ai été frappé sur une radio de service public d'entendre une émission consacrée à Croizat. On nous dit que ça a été un député communiste qui a été ministre, etc. Et on nous dit qu'il a été résistant et déporté. C'est faux. Il a été arrêté alors qu'on était en guerre contre Hitler parce qu'il soutenait le pacte germano-soviétique, condamné par les tribunaux de la République, déchu de ses droits civils et condamné à la prison. Il a fait plusieurs prisons. Il a terminé en prison en Algérie. Il est sorti de prison une fois que l'Algérie avait été libérée par les troupes alliées. Il n'a jamais été déporté. Il n'a jamais été résistant. Et sur une radio de service public, on nous dit ça. Mais parce qu'on ne connaît plus l'histoire. Et quand on ne connaît pas l'histoire, on se fait manger par les mêmes qui nous ont mangé hier. Je terminerai par un seul exemple. Je suis syndicaliste. Qui se souvient du père Populescu, l'aumônier pacifique de Solidarnosc, qui a été arrêté, torturé, assassiné par les milices communistes? C'est pas si vieux. Alors, pour vous, bon, il y a eu un événement considérable quand même. C'est le procès de Douche au Cambodge. Voilà, donc ça pour vous c'était pas. C'était un procès. Voilà, qui concernait le Cambodge, où d'ailleurs est passé en travers les mailles du filet un responsable de camp français. Alors on rappelle qui était Douche, donc il avait dirigé entre 75 et 79 le centre de torture de la capitale et avait fait 12 000 victimes. Donc il était l'un des rouages de la machine exterminatrice des Khmers rouges. Et qu'est-il devenu ? Il est rentré en France et il était professeur à l'éducation nationale à un haut niveau. Celui qui avait fait plus de 10 000 victimes en étant un chef de camp particulièrement odieux et sauvage. C'est pour ça qu'il faut en parler pour éviter de recommencer ces erreurs. Ouais, moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, Joseph, c'est quel rapport avec la violence qu'on connaît maintenant dans notre société. Est-ce que ça réellement, on a réellement besoin de savoir? Évidemment, le communisme, ça, c'est 50 ou 60 millions de morts, c'est pas rien. C'est pas un détail, comme a dit un ancien homme politique. Mais je vois pas le rapport, encore une fois, avec le... Je vais te le dire très rapidement. La fraction armée rouge, les cellules communistes combattantes, les brigades rouges, Action Brigade internationale, et les gens qui sont autour des partis d'extrême gauche aujourd'hui, se revendiquent communistes. Avec des changements. Oui, ils se revendiquent communistes. Alors, il y a ceux qui sont du parti communiste, comme il y avait les trotskistes, le parti. Moi, je fais pas la différence, c'est l'idéologie, qui est une idéologie de haine, qui amène à la violence et à la dictature. Eh bien, tous ces gens, tous ces mouvements terroristes, la grande majorité se revendiquent de mouvements. Et donc, il faut qu'à notre jeunesse, on leur apprenne cette histoire pour ne pas recommencer et retomber dans ces biais. Non, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une valeur éducative bien sûr. Dans ces procès, évidemment, même si ce serait peut-être un peu tard de faire le procès du communisme aujourd'hui, en 2026, mais... tous ceux qui ont perdu un parent, tous ceux, moi j'ai un ami, il n'a jamais connu son père, parce que son père est mort en Indochine. Il aimerait bien qu'on s'en souvienne un peu. Éric Revel. Oui, c'est très juste. Les tortures, les crimes du communisme. Est-ce que c'est un déficit de l'histoire, d'une certaine façon? Mais non, mais il y a un tabou intellectuel. Il a fallu attendre 1997 pour que sorte le livre noir du communisme. 1997, sous la l'égide de Stéphane Courtois. Bon, donc ça veut dire qui à l'époque, pardon de vous couper Éric, mais qui à l'époque avait fait polémique, y compris au sein des historiens qui l'avaient écrit, puisqu'ils étaient tiraillés, tout le monde n'était pas d'accord sur ce qu'il fallait écrire dans ce livre noir. Mais pour une raison simple, c'est
c'est que la gauche a toujours considéré, jusque y compris ces crimes et ces tortures, comme des mouvements de libération. Oui. Donc, au nom de l'intelligentsia de gauche, ces crimes et ces tortures sont justifiés presque. Enfin, je vais pas dire justifiés, mais en tout cas, vous entendiez peu, voilà, Jean-Paul Sartre soutenait tout ça, Raymond Aron était mis sur la touche, on disait que c'était un conservateur. Donc en fait, il faut attendre 1997 pour que soit publié un livre chez Robert Laffont qui s'appelle Le Livre Noir du communisme, où là est abordé sans tabou. Ça veut dire que depuis des décennies, en fait, depuis l'indépendance d'un certain nombre de pays qui étaient colonisés par la France, eh bien la gauche, l'intelligentsia de gauche qui tenait le haut du pavé des idées, a toujours considéré que c'était pas un sujet à aborder, que c'était un sujet même pas tabou, que c'était un sujet de révolution du peuple, et peu importe les dégâts, les tortures et les crimes. Oui. Et aujourd'hui, Joseph a raison d'en parler. La gauche mitterrandienne est un peu habillée parce que ça leur a servi pour les élections aussi. Hein. Mitterrand, ça les servi considérablement. On peut imaginer aussi que jusqu'à la chute du mur, c'était peut-être que les opinions n'étaient pas tout à fait mûres, si je puis dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais après, c'est assez inexplicable en réalité. Parce qu'il y a une idéologie quand même, c'est ça qui est inquiétante. Il y a une idéologie aujourd'hui qui veut dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes même pas un adversaire, vous êtes un ennemi. C'est exactement ces idéologies totalitaires. Oui, ça c'est la France insoumise qui le dit. Et voilà, et on l'a aujourd'hui, et ça revient. Et on va dire, mais alors donc, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est ça que je veux montrer. Et si on étudie l'histoire, on voit les courants, on voit comment c'est venu, on voit comment ça a avancé, on voit le danger, et si on voit le danger, on peut s'en prémunir. Mais comment on a encore un Yann Brossa qui est communiste, qui représente le capitalisme à lui tout seul d'ailleurs. Ah bah oui, comment on a un mec qui est communiste, sénateur? Ouais, on croit parce que le communisme ne se réduit pas non plus seulement au crime, et que j'essaie de me faire du diable. Mais je veux dire, parce que aujourd'hui il y a des valeurs de défense des travailleurs qui sont importantes. Attendez, pas tout ça en même temps. C'est fini, mais c'est fini. Mais il y a eu aussi une autre histoire. Voilà. Non, mais le communisme, ça se résume aussi à ça se résume aussi à la paupérisation des populations qu'ils subissent. Ça se résume aussi à la négation des libertés. Je rappelle quand même qu'en Allemagne de l'Est ou ailleurs, à l'époque, il fallait un passeport, il fallait même des papiers pour pouvoir aller d'une région à l'autre. Donc je veux bien que, oui, la fraternité, moi j'ai connu des militants communistes qui étaient des gens solidaires, fraternels. La résistance. Oui, la résistance à partir de la dénonciation du pacte germano-soviétique. Oui. Et juste se rappeler d'ailleurs que quand on a pété le mur, il n'y a personne qui est parti à l'Est. Hein, tout le monde est... mais là où je vous rejoins, Joseph, c'est qu'on voit bien, en tous les cas, que même aujourd'hui, je veux dire, c'est un sujet brûlant, et vous avez raison. Moi, je ne sais pas ce que l'on apprend aujourd'hui dans les écoles, mais en tous les cas, c'est essentiel de passer par des moments, effectivement, où on arrête la pendule et où on regarde l'histoire. Et il y a des militants communistes, évidemment, il y a eu des militants très honnêtes qui se sont engagés. Mais justement, ils ont été trahis par cette idéologie. Et d'ailleurs, on voit les purges au fur et à mesure. Mais même ceux qui n'ont pas été purgés en France, moi j'en connais dans le milieu syndical, qui ont quitté totalement le parti, qui étaient des ouvriers du Nord. J'ai un excellent ami, il m'a dit, mais moi j'ai fait mon père était communiste, j'ai fait les jeunesses communistes. Mais je me suis aperçu qu'ils avaient trahi la classe ouvrière. Ils nous ont menti. Ils nous ont pas défendus, ils nous ont utilisés. C'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Bien, merci messieurs pour ce premier seul contre tous. En fait, vous n'étiez pas vraiment seul contre tous. Hein. C'était tout le monde était avec vous. Hein. Allez, on passe au deuxième seul contre tous. C'est Éric Revel. Vous allez nous parler de la finale, de cette future finale de la Champions League. Oui. Alors bon, avec cette interdiction d'une fan zone dont on parle aujourd'hui, puisque désormais on le sait, le PSG est qualifié et va jouer contre Arsenal. Donc la finale n'aura pas lieu à Paris, mais à Paris il y aura à Budapest. Voilà, à Budapest, mais à Paris il y aura des fan zones, peut-être. Alors le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a dit tout le bien qu'il pensait de l'installation d'une fan zone. Alors, je crois pas qu'on connaisse encore l'endroit. Bon, d'abord hier soir, on a assisté quand même à des débordements scandaleux, place de la Concorde à Paris et ailleurs. On se demande d'ailleurs si ce sont des supporters ou des casseurs. Bon, j'ai ma petite idée, je mets pas dans le même panier les supporters et les
les casseurs, mais enfin, on a assisté à des choses incroyables. Donc l'idée, bien que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, ait expliqué ce matin que pour l'instant, aucune demande d'installation de fan zone n'avait été faite auprès du préfet de police de Paris, l'idée, c'est de mettre en place une fan zone avec un écran géant, alors peut-être devant la mairie de Paris, j'en sais rien, traditionnellement ça se fait souvent là. Et moi, je défends cette idée. Alors, je défends cette idée, mais j'ai Monsieur Pomar en face de moi. Je défends cette idée parce qu'une fan zone, c'est beaucoup plus facile à sécuriser, beaucoup plus facile à contrôler les gens qui rentreraient à l'intérieur avec des produits, de l'alcool ou pourquoi pas des armes. Donc, ça me semble pouvoir mettre une sorte d'îlot de sérénité pour cette finale. Maintenant, je suis pas dupe non plus, je suis pas naïf, et j'imagine que ceux qui voudront casser, ils rentreront pas dans la fan zone, ils iront ailleurs dans Paris ou d'autres grandes villes. Bon, donc c'est la limite de mon seul contre tous. Puis quand même, ce qui est absolument incroyable, c'est que ce soit une victoire ou une défaite, vous avez toujours les mêmes scènes de violence, de baston, on s'en prend aux forces de l'ordre, on casse ce qu'on peut casser. Et alors, voilà. Vous la voyez où, cette fan zone? Vous disiez devant la mairie de Paris, parce que ça a déjà existé. J'ai entendu que le club, le PSG, pourrait ouvrir le Parc des Princes. Au Parc des Princes. Alors là, c'est encore pas mal. C'est encore voilà. Et alors, là, on va se tourner vers Bruno Pomar, puisque c'est un seul contre tous. J'ai compris que vous n'étiez pas contre, en réalité, ce que dit Éric Revel. Ça, vous préférez on va peut-être le tourner un peu comme ça. Vous préférez une fan zone devant la mairie de Paris ou dans le Parc des Princes? Dans le Parc des Princes. Parce qu'encore une fois, tout simplement, on est dans vase clos, donc on peut protéger un maximum. Ce qui est la clé en matière de sécurité. Pour nos forces de l'ordre, ça serait parfait. Là, sur une fan zone, je dirais traditionnelle, il y a des risques d'infiltration, etc. Donc peut-être moins évident à sécuriser, mais je trouve que Éric Revel est vachement sympa quand même, parce que alors même si ça sanctionne beaucoup de gens, quand on voit ce qui se passe, 127 interpellations, je pense à mes 23 copains policiers qui ont été blessés, et certains gravement. Parfois, moi je donnerais comme conseil au ministre de l'Intérieur de dire stop, comme il l'a fait d'ailleurs sur un concert pour éviter qu'il y ait des bastons il y a peu de temps. Il y avait eu un gros concert sur les Champs-Élysées, je crois, qui a été interdit, et c'est passé sur des écrans géants. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, il faut impacter la population entière. Et si on fait des mécontentements, eh bien à un moment donné, je dis stop, on arrête. Pour éviter qu'il y ait des affrontements comme on l'a vu malheureusement, on ne ça veut dire quoi, stop, on arrête? On interdit tout, c'est tout. Mais qu'est-ce qui, je veux dire, il y avait rien à interdire hier. Les gens sont descendus, ils ont cassé dans les rues. Mais oui, je sais bien, c'est sanctionner tout le monde en disant ce que je dis là, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait quoi? Nos policiers sont en nombre, font ce qu'ils peuvent. Ces poumons sont évidemment, on tiré à boulet rouge dessus. J'ai entendu encore évidemment les gentils députés de la LFI qui tapent toute la journée sur nos policiers, qui ont encore dit des choses sur la police lors de cette soirée d'hier. Il y en a marre à un moment donné, il faut serrer les boulons. Je pense qu'actuellement le ministre de l'Intérieur est en train d'apprécier la situation avec les services de renseignement, etc., pour savoir si c'est bon ou pas de faire un lieu qui pourra accueillir tout le monde, pour encore une fois éviter qu'il y ait des affrontements, tout simplement. En fait, si j'ai bien compris, aujourd'hui, la question, quand on organise quelque chose comme ça, c'est qu'est-ce qui provoquera le moins de problèmes possible et le moins de casse possible. Oui, on en est là. C'est quand même fou. Alors, Joseph. C'est le renoncement de l'État quand même. Alors la fan zone, moi je suis plutôt pour. Oui, il faut serrer les boulons. On a vu que ça pouvait fonctionner. On a l'exemple des Jeux Olympiques quand même. Alors c'est d'énormes moyens qui ont été mis en place. De police. 50 000 policiers, mais ça a très bien fonctionné. Donc on est capable de le faire. Et sur des grands événements comme ça, je pense qu'il faut le faire. Et une fan zone, ça me semble raisonnable. Mais à quel coût? À quel coût? Tu me l'as levé là. Parce que pour que ça se passe bien, il faut quand même qu'il y ait énormément de. Quel est le coût quand l'État montre sa faiblesse? Si on renonce. Si on ne fait pas de fan zone qui paraît le plus intelligent dans le contexte, c'est un renoncement. Et l'État ne doit pas renoncer, au contraire, l'État aujourd'hui doit montrer qu'il existe, qu'il est là, que le droit se respecte, que la rue, ça se respecte, que les forces de l'ordre, les forces de police, les forces de gendarmerie, les pompiers, etc., se respectent. Mais Joseph, on a eu la démonstration il y a quelques jours avec cette free party à Bourges que l'État n'est pas respecté, ne peut pas faire appliquer ses lois. Quand vous avez 30, 40 000 personnes qui viennent piétiner des champs ou faire de la musique sur un terrain militaire au risque d'ailleurs de se faire sauter sur des munitions enfouies, on voit bien que l'État est incapable aujourd'hui de faire preuve d'autorité. Incapable. On a des dizaines de milliers de personnes qui viennent de toute la France et de l'étranger, qui se retrouvent à un endroit donné.
Et nos services de renseignement n'ont pas l'info. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui savent où se retrouver et quand, et on veut nous faire croire que nos services... Mais non, nos services de renseignement, ils sont beaucoup plus efficaces que ça. C'est l'autorité politique ne veut pas s'en mêler. En tous les cas, à chaque fois qu'il y a un grand événement sportif ou parasportif, en l'occurrence, qu'il s'agit de voir un match, il faut le dire quand même, en France, on a un sérieux problème avec ces grands rassemblements, et à chaque fois, ça nécessite à la fois beaucoup de réflexion, on se demande où on va le faire, et ensuite beaucoup de mobilisation probablement de vos collègues, Bruno Pomar, et ça c'est évidemment à chaque fois quand même un sacré problème. On a l'impression qu'on peut plus vraiment organiser de grands événements comme ça en France, même si les Jeux Olympiques se sont très bien passés. Les amis, dans un instant, on parle de cette violence qui est inacceptable. Le maire socialiste de Rouen a déposé plainte après des menaces de mort proférées à son encontre le 26 avril sur les réseaux sociaux. Ce sera l'info en plus.